Si vous voulez générer entre 2 et 10 nouveaux rendez-vous avec des prospects chaque semaine, alors restez dans cette vidéo parce que dans quelques instants, on va recevoir Enzo. Enzo, c'est un énorme coach en vente actuellement en France. Il a formé des équipes commerciales de plus de 1500 boîtes. Il a une expertise incroyable et il a accepté aujourd'hui de venir nous donner un petit peu de son temps pour répondre à nos questions sur la vente. Alors concrètement, je vais lui poser plein de questions sur comment choper des rendez-vous, comment on fait de la prospection à froid téléphonique ou par email, quand on fait des looms. Je lui ai demandé comment réussir des R1, donc des rendez-vous de vente, comment faire en sorte de convaincre des prospects même si on n'a pas forcément de crédibilité, de portfolio et beaucoup d'historique, comment surmonter le syndrome de l'imposteur. Je lui ai posé toutes les questions qui vous intéressent le plus au sujet de la vente pour comprendre comment générer des rendez-vous et réussir les rendez-vous. Donc si vous voulez bombarder vos ventes cette année, franchement regardez cette vidéo, regardez-la jusqu'à la fin parce que ces conseils sont juste incroyables. Salut Enzo. Salut Valentin, je savais plus regarder, du coup je faisais des doubles signes par là par là. Bon, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. C'est vraiment cool d'accepter de faire cette vidéo, de nous donner des conseils de vente. C'est au top. Bah écoute, ouais, moi c'est mon quotidien, hein, des conseils de vente, business, je crois que je parle même quand je dors, donc autant le faire quand je suis éveillé, tu vois. Bah, c'est ce que j'ai cru comprendre parce que, écoute, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'est Clément qui m'a parlé de toi, donc notre ami commun, et il m'a simplement présenté, enfin, il t'a présenté en me disant que tu étais le meilleur coach de vente en France actuellement. Je suis allé voir ton contenu suite à ça. J'ai vu ton LinkedIn, 21 000 abonnés, une tonne de clients, tous plus gros les uns que les autres. J'ai tendance à le croire du coup. Donc, je suis vraiment ravi d'être là en face de toi. Et est-ce que tu peux te présenter vite fait parce que, écoute, c'est impressionnant ton palmarès quand on regarde en ligne là. Ouais, ouais, putain, il m'a foutu la pression, Et meilleur coach de ouais, vente de France, on met la il est barre bon le ici. client. Je vais essayer de me présenter brièvement, c'est toujours la grande question. Moi, j'ai fait beaucoup de podcasts, j'essaie d'être assez succinct et à la fois d'être quand même de montrer le côté représentatif de mon parcours. Moi, aujourd'hui, je suis coach de vente B2B principalement pour tout type de boîte. Je me suis pas verticalisé. J'aide aussi bien des SaaS, des ESN, des petits indépendants, des boîtes qui font de l'immobilier, des boîtes qui font du transport routier, affrètement d'avion. Enfin, vraiment, il y a vraiment de tout aujourd'hui que j'accompagne sur l'entièreté du cycle de vente, que ce soit du coup de la prospection, de la phase de découverte, de l'argumentaire de vente, du closing, de la négociation, parfois un peu de stratégie aussi dans le lot. Donc c'est assez large. Et rapidement, moi d'où je viens, mon parcours, avant ça, ça fait plus de 10 ans, 11 ans bientôt que je baigne dans l'univers de la vente et de la outbound principalement. Donc la outbound, pour ceux où c'est un peu abstrait, c'est la façon, c'est de la chasse en fait, si on veut, pour aller chercher les clients. Moi là-bas, j'étais sportif de haut niveau pendant longtemps jusqu'au bac. Après, je suis parti vivre en Suisse pour faire mes études à HEC, pas pour les bonnes raisons, comme je dis toujours, parce que c'était juste pour avoir un nom sur un CV plus tard et le choix venait pas vraiment du cœur. Donc, bah, j'ai vite arrêté. Je me suis arrêté au bout d'un semestre et je me suis retrouvé à faire la plus belle école de vente pour moi sur Terre, la meilleure formation, sans faire de mauvais jeu de mots. Moi, j'ai commencé dans la rue. Mon premier taf, ça a été de vendre des associations quand j'étais devant une gare, devant un centre commercial ou une rue perdue au fin fond de la Suisse. Et ça a été hyper formateur. C'est là où ça a débloqué un clapet chez moi de je suis capable de créer du lien, de vendre quelque chose à quelqu'un en one shot dans la rue alors qu'il ne me connaît pas, que je suis la dernière personne sur Terre qui veut voir. Et j'ai été meilleur vendeur de Suisse. Donc, ça a vraiment rendu le champ des possibles chez moi. Ça a été le côté, tu es capable de faire autre chose et tu es capable d'être bon dans autre chose que dans du sport. Moi qui avais l'impression de rater totalement ma vie à ce moment-là, sur tous les aspects. Donc ça m'a vachement aidé. Puis après, bon, j'ai repris vite fait des études, j'ai pas fait de master. Moi, je me suis confronté à la réalité du marché, au terrain tout de suite, en créant ma boîte à 22 ans dans le nettoyage automobile. Puis j'ai rejoint coup sur coup deux belles boîtes, deux startups qui sont devenues énormes. Une première qui s'appelle WeHelp dans le médico-social, une boîte où j'ai tout créé avec les founders. J'étais le premier sales à être recruté. Je suis resté 3 ans et demi. On est passé de 10 à 150 en l'espace de 3 ans. On a ouvert les 15 plus grosses villes de France. Je suis parti, j'étais directeur commercial de la boîte et on générait 20 millions de CA à l'année. Donc c'était énorme, sachant qu'on partait de rien. Et après, j'ai été dans une autre boîte qui s'appelle Sunday, qui fait c'est une fintech créée par le groupe Big Mama, donc une solution de paiement qui avait levé beaucoup, beaucoup d'argent au moment où j'arrivais. Pareil, dans les 30 premiers salariés, et on est passé de 30 à 450 en l'espace de 1 an cette fois-ci. On avait ouvert 10 pays, on avait levé donc 125 millions. C'était énorme vraiment à ce moment-là. Et donc je dis ça parce que coup sur coup, j'ai vécu deux expériences dans des entreprises qui ont grossi très très vite. Donc moi, naturellement, si tu veux, mon bagage, pareil, et l'expérience, ça a été Mac 12, quoi, tu vois. Donc en l'espace de 4 ans,
ma vie, elle s'est accélérée d'un coup. Ça m'a ouvert des portes pas possibles et ça m'a ouvert surtout sur la compréhension du marché. Et donc maintenant, ça fait 2 ans que je fais que du coaching B2B et j'ai coaché plus de 1500 personnes dans tous les domaines que j'ai cités au début, aussi bien des grosses boîtes connues comme Salesforce que des plus petites que personne ne connaît qui vendent des interphones. Donc c'est très large et moi, ce qui m'aide, ce qui me passionne, pardon, avant tout, c'est le business en fait. C'est juste comment j'aide les gens à step up humainement et d'un point de vue business pour les aider à accomplir leurs objectifs, mais pas que les objectifs de taf, comme j'aime bien dire. Ça va au-delà. Moi, c'est ce que j'essaie d'apporter aux gens. C'est une ouverture d'esprit qui va plus loin que le business. Et c'est juste se sentir bien dans sa vie de tous les jours et de se sentir capable de faire les choses. C'est énorme, t'as un parcours incroyable. Tout ça en 4 ans, franchement, c'est un truc de ouf. Et j'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'effectivement, on parle souvent de vente, enfin, on connecte souvent la vente au côté financier des choses, mais la vente, le fait de vendre quelque chose, c'est aussi un déblocage pour tout plein d'autres éléments. Hein, pour une boîte, ça permet la croissance, mais en tant que personne, ça nous permet aussi de dépasser certaines peurs. J'imagine que dans tes clients, les gens que tu accompagnes, tu es souvent confronté à des gens qui ont des peurs, des croyances limitantes, ce genre de choses. Donc j'imagine que tu bosses beaucoup sur la personnalité aussi des gens que tu as en face de toi. Totalement. Il y a deux choses que les gens, enfin, que je retrouve le plus souvent chez les personnes que je coach. Et sachant que j'ai des profils drastiquement opposés, hein. J'ai des gens qui sortent d'école, des nanas ou des mecs qui ont 25 ans, qui sortent d'alternance, ou pour certains qui sont encore en alternance. Et là où j'étais encore ce matin dans une boîte, 30 ans de boîte, 55 ans, tu vois, donc les profils sont très divers et variés. Et ce qui revient le plus, c'est la peur de déranger, si on parle de prospection notamment. Ah oui, on va faire ça, ça va être fabuleux, on va avoir des petits... Tu l'as, toi, le petit pop-up là? Ouais, ouais, je Euh, la, les la- active. la- Ah, mais je sais pas comment on fait. La peur de déranger et la peur du non. Et il y a un troisième truc que je reconnais chez beaucoup de gens, ça je te dis, j'essaie d'amener quelque chose qui va au-delà du business, c'est aussi le manque d'intention pour la plupart, tu vois. C'est l'intention avec laquelle, pourquoi tu t'es levé ce matin? Pourquoi est-ce que tu fais les choses, tu vois, tous les jours? Qu'est-ce qui te drive littéralement, tu vois? Est-ce que tu es vraiment là parce que tu as envie ou est-ce que tu es un peu là par défaut et tu es un peu dans la pseudo-rat race ou tu appelles ça comme tu veux et tu n'arrives pas trop à en sortir parce que tu prends pas de recul en fait sur les choses, tu vois? Et moi, c'est ce que Le, j'essaie d'amener comme ouverture d'esprit en plus. le fameux why dont on parle beaucoup dans le monde entrepreneurial, c'est les livres de Simon Sinek. En fait, tu le connectes à la vente, en fait. Ouais, totalement, parce que c'est, encore une fois, moi j'essaie d'amener aussi de la hauteur sur le business. Les gens se font tout un monde, soit du coup de la vente, comme tu l'as dit, je pense qu'on s'adresse aujourd'hui à une population qui est maître d'elle-même, parce que là, ils sont tous dirigeants de leur propre boîte, et pour autant, moi, ma mission aujourd'hui, c'est justement de redorer le blason et de redonner les lettres de noblesse à la vente, et qu'on arrête de voir ça comme des gens qui sont soit des charlatans, soit des gros sharks, soit des gros beaufs, tu vois, genre... il y en a, en fait, mais il y en a comme dans tous les secteurs, finalement. Alors que le métier de sales, quand tu le prends vraiment, c'est un métier qui est incroyable parce que c'est des connexions avec des gens, c'est du lien que tu crées, c'est des accords que tu trouves, tu vois. Genre, il y a de la séduction, il y a oui, certes, bien sûr, des échecs, mais il y a aussi des réussites. Et quand il y a de la réussite, c'est inexplicable même, je pense, que ça procure chez toi quand tu closes un putain de deal sur lequel tu es en train de travailler depuis 9, 12, 18 mois. Même parfois des gens que tu as eu en one shot une fois, le plaisir que c'est de se dire, putain, je serre la main, même si aujourd'hui on est à distance, je serre la main de quelqu'un, genre, putain, on va bosser ensemble. J'ai donné envie à la personne de bosser avec moi. C'est incroyable, incroyable comme sensation. Ouais, il y a une notion de challenge, l'impression de relever le challenge, avoir une gratification suite à ça. Et puis aussi, il y a un truc que personnellement j'adore, c'est le réseau. Je suis fan de réseau. Ma vie, c'est le réseau aujourd'hui, que ce soit pour mon agence ou même le business en ligne, peu importe. Le réseau est au cœur de tout, selon moi. Et ce que j'aime avec la vente, notamment la vente à froid, c'est que c'est en fait une forme ultra hardcore de réseau. C'est quand tu fais une prospection à froid, c'est quelque part tu viens obliger quelqu'un à rentrer dans ton réseau, mais à la fin, ça en devient une relation humaine. Alors oui, ça commence par la prospection à froid, mais ça peut être une relation humaine à très long terme qui explose ton réseau à terme. J'aime beaucoup cette idée de relation humaine avant tout. Ah, totalement. Pour moi, c'est ça la vente. C'est créer une relation. C'est pas bisounours, c'est pas du, 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 du- du politiquement correct ou du bullshit. Je pense que si les gens voient mon contenu, ils voient à quel point je suis anti-bullshit. Mais c'est créer du win-win. C'est les deux, on est content et c'est ouais, créer de la valeur et avoir vraiment une relation qui est bilatérale. C'est pas juste moi qui te vends un truc pour ma gueule et mon business. C'est genre, on est content de bosser ensemble parce qu'en fait, la vente est pour moi, enfin, le business dans son entièreté
Ça peut être que long terme en fait. C'est un marathon ponctué de sprint à l'intérieur avec des périodes de haut, de bas, mais ça peut être que long terme. Donc moi, je veux encore pouvoir faire du business dans 10 ou 20 ans avec les personnes à qui je fais du business aujourd'hui, sauf qu'on aura peut-être pris des chemins totalement différents de ceux sur lesquels on est aujourd'hui. Et en fait, c'est ça qui est beau. Tiens. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, ce que je reçois des feedbacks de tous les gens que j'accompagne, c'est qu'il y a deux types de ventes. C'est qu'il y a les leads entrants, si tu veux, les gens qui veulent l'échange avec nous, qui sont ceux avec qui on fait typiquement une relation humaine, on mène une relation humaine, une relation sociale pure. Et puis, il y a la prospection à froid, prospection directe, où là, c'est plus de l'humain, mais c'est de la vente, c'est du financier, c'est je vais chasser, je vais chercher de l'argent. Et j'ai l'impression qu'en fait, selon le type de lead, selon comment la vente est initiée, que ce soit nous en direct ou que ce soit un truc entrant, eh ben, on n'y attribue pas les mêmes réflexions et les mêmes sentiments. Donc ça va être intéressant que tu nous montres aussi que même dans une prospection directe qu'on va initier nous-mêmes, même si la personne pour le moment ne veut pas nous voir, eh ben, on peut quand même créer quelque chose d'humain et d'agréable pour les deux parties. Ça va être très intéressant. Ah bah moi je suis trop chaud, c'est mon sujet de prédilection, mec. Le call, la prospection à froid, j'adore, mec. Eh ben, ça tombe bien parce que je te mets en contexte, mais ici, hein, les gens qui nous écoutent sont des entrepreneurs ambitieux qui veulent vendre leurs services. Et notamment, principalement, dans le cadre du marketing numérique, donc vente de site web, vente de publicité en ligne, le SEO et tous les services liés au web. Et bah, écoute, pour la plupart, donc là on est avec des entrepreneurs qui vendent des services pour eux-mêmes, hein, c'est pas dans le cadre salarial, c'est vraiment un lancement d'agence, lancement d'activité de freelance. Donc ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'on voit comment bombarder les ventes au niveau B2B. Donc comment convaincre des prospects, des PME françaises, belges, suisses de nous écouter et bah, voilà, d'accepter nos offres. Donc je propose qu'on découpe ça. Bon, évidemment, ça va être on y va avec le flow, mais il y a le côté des approches, comment obtenir les rendez-vous. Et puis on pourra parler des rendez-vous si t'es chaud, les bonnes pratiques pour une bonne phase de découverte, closing, etc. Ça marche pour toi? Yes, c'est parfait. Il m'a fait une parfaite OPA, on en parlera après sur comment monter un rendez-vous. Tu viens de faire un truc parfait qu'on fait en vente et que moi, du coup, j'enseigne tout le temps. Donc, c'est drôle, je reviendrai dessus après. Ok, parfait, très bien. Alors, je te propose qu'on démarre avec déjà les approches, qui est le gros truc, comment obtenir les rendez-vous avec les gens. Déjà, selon toi, c'est quoi le meilleur canal de communication pour obtenir des rendez-vous à distance et à froid? Il y a plein de choses. J'aime pas trop faire de généralité parce que ma réponse à ça, c'est ça dépend de qui vous ciblez. Littéralement, aujourd'hui, ça dépend ce que vous vendez et à qui vous vous adressez. Ce qui, en revanche, où j'arrive à faire une pseudo-généralité quand même, c'est que bon, alors, déjà, il faut faire aujourd'hui, je pense, du multicanal. C'est que c'est intéressant de faire à la fois du mailing, du message LinkedIn. Ce qu'il faut, c'est se différencier. Si vous allez sur des canaux qui sont aussi bouchés que l'écrit, parce que c'est ce que les gens s'attellent à faire en premier, on a la peur d'appeler des gens. Donc, allez, on va se dire que c'est pas fait pour nous, que c'est trop compliqué, que ça c'est pas adressé à notre marché. Donc, on va aller plutôt sur ces canaux-là. Passer le moins de temps possible là-dessus, utiliser des outils via de l'IA qui sont très cool, genre des human linkers, pour citer que, avec qui je travaille souvent, qui vont permettront de faire des séquences et de l'envoi un peu automatique. Ce qu'il va falloir, c'est segmenter quand on fait, quoi qu'il arrive, de la prospection. Il va falloir identifier quel est votre ICP, donc le type de boîte que vous voulez taper. Est-ce que c'est, tu l'as dit tout à l'heure, des PME, principalement en France, mais spécifiquement dans le secteur du BTP, qui ont entre 50 et 200 salariés, qui ont, je ne sais pas, parce que vous vendez un produit tech, qui sont forcément avec HubSpot, le CRM ou je ne sais quoi. C'est à vous de définir, OK, ces caractéristiques, pardon, qui correspondent à un ICP idéal. Un ICP, il peut bouger dépendamment de comment, à quel moment vous vous lancez, votre niveau de maturité d'entreprise. Il évolue. Derrière, il faut aller chercher son buyer persona. Dedans, à qui je parle? Dans le digital, je vais parler du quoi? Des CMO, à des directions digitales, que sais-je, des CRM, etc. Je vais identifier quels sont mes 3, 4, peut-être 5 buyer persona, donc interlocuteurs de référence que je peux aller chercher. Une fois que j'ai ça, je vais aller récupérer cette donnée un peu de manière massive, soit avec des outils comme Sales Navigator, soit avec des outils de recherche avancés comme Faro, par exemple, où ça va me permettre d'identifier tout cela, de les récupérer massivement. Une fois que j'ai récupéré cette liste massivement, je vais aller l'enrichir. Je vais aller récupérer cette fois-ci des mails anecdotiques. Moi, ce qui m'intéresse, juste pour avoir la suite, c'est des 06, c'est des numéros directs. Donc,
avec un outil comme Full Rich. Cette fois-ci, pareil, je vous donne des noms d'outils qui, pour moi, est la stack aujourd'hui la plus pragmatique et factuelle pour aller chercher tout ça. Full Rich, qui est un agrégateur de solutions, donc qui te permet aujourd'hui de ne plus choisir entre un Casper, Lusha, Datagma, Apollo, Ample Market et compagnie. Il agrège la donnée et il va enrichir ton fichier, soit via une recherche SalesNav, soit via un CSV et demain via de l'individuel. Ultra puissant. Une fois que j'ai cette liste-là, pour répondre à ta première question, j'ai un peu dévié, mais je réponds à une autre partie. Du coup, déjà, je prends un peu d'avance. Le meilleur canal pour moi, c'est le téléphone, de Ok. loin. Peu importe en réalité ta cible. Quand à l'heure, j'ai commencé par vous dire ça dépend de votre cible, c'est parce qu'il y a des canaux qui sont très très bien selon qui on va chercher à avoir ou quel secteur. Ce qui est sûr, c'est que sur cette terre aujourd'hui, on a tous un téléphone. Tout le monde. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aime pas être dérangé. C'est sûr. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on est là pour faire du business. Et que moi, aujourd'hui, je veux t'atteindre, toi, Valentin, de la manière la plus directe. Est-ce que, en revanche, ce serait une question rhétorique, bien évidemment, est-ce que le fait que je t'appelle et que je te dérange veut forcément dire que je te respecte pas? Je ne pense pas. Maintenant, c'est à moi, et on va voir du coup après sur les différents types d'accroches et comment est-ce que je prépare ce que je vais dire, que je vais montrer là tout le respect que je porte à la personne et que je ne suis pas là par hasard et que c'est pour ça que je voulais vous parler avant tout du ciblage et de qui je vais chercher pour lui faire comprendre que je travaille qu'avec ce type de personne. Si aujourd'hui je vous contacte, je me doute que je vous dérange, c'est pas pour vous prendre du temps maintenant, c'est pour qu'on bloque un rendez-vous parce que je sais que je peux vous apporter également de la valeur comme je le fais déjà avec X, Y et Z. C'est Et donc, super on arrive à intéressant. avoir une approche éthique, tu vois ce que je veux dire, respectueuse et pour autant très directe. C'est ce qu'on attend. Je pense pareil, je retourne la question aux gens qui doutent encore ou qui écoutent là ou qui regardent. Ça nous fait tout chier quand on se fait appeler. Bah, faisons preuve d'empathie. Mettons-nous à la place de l'autre. Et dis-toi, comment est-ce que tu aimerais qu'on te parle si on t'appelait? Moi, j'ai horreur des gens qui tournent autour du pot pendant 20 ans, où ça te pose des questions, tu sais pas pourquoi ils viennent, ils t'expliquent pas factuellement qu'ils sont là pour te rencontrer, ils essaient de gratter plus ou moins des infos pour te dire ah bah ça va, tu coches bien mes cases, donc j'allais te proposer qu'on se rencontre. Ce qui est une approche inbound. Et c'est pour ça que du coup je rebondis sur ta question d'avant, c'est il y a l'approche inbound, l'approche outbound. L'approche inbound, c'est du coup je crée du contenu, je fais des webinars, je fais des articles, je crée du contenu sur les réseaux, peu importe, je fais venir les gens à moi. Les gens émettent un souhait de dire, tiens, je t'ai vu, j'ai potentiellement envie de bosser avec toi. Naturellement, quand on a une approche inbound, qu'est-ce qu'on fait? On pose des questions. Tu viens me voir, ok Valentin, pourquoi aujourd'hui on se voit? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu le fais aujourd'hui? Quels sont tes objectifs? Quels sont ci, quels sont ça? Tu es enclin à me répondre puisque tu as manifesté un intérêt de venir me voir au départ. Donc tu es d'accord pour répondre à ces questions, même si in fine tu veux savoir combien je coûte. Les gens veulent tout de suite aussi aller au prix. Mais il y a quand même cette phase où on est quand même d'accord de répondre à quelques questions. Quand je fais de l'outbound, et les gens du coup copie-collent cette méthode inbound pour aller sur de l'outbound, ça ne marche pas. Si je t'appelle à froid, que je te connais pas, que tu me connais pas, que tu n'as pas prévu là d'être appelé par moi maintenant, ce qui fait, comme je dis toujours, beaucoup d'inconnus dans le bazar, eh bien en fait, si je commence à te poser des questions au bout de 10 secondes, tu vas trouver ça bizarre. Mais en fait, t'es qui? Tu viens pourquoi? Je t'ai pas demandé, c'est hyper intrusif. Là, pour moi, c'est un manque de respect. Et c'est souvent comme ça que les gens se comportent, parce qu'ils veulent cranter que c'est bien ou pas la bonne personne. Or, les questions de qualification, parce qu'on veut toujours avoir des rendez-vous qualifiés, viennent à la fin de notre pitch. Un pitch très court, comme je t'ai fait juste avant, là, très pragmatique, en moins de 20 secondes. Bonjour, je viens pour ça, donc je viens pour un rendez-vous. J'ai vu que les problématiques du secteur étaient comme ça, puisque du coup, je cible que des gens comme vous. Je bosse déjà avec X, Y, Z. J'ai ça comme résultat. Je veux qu'on se parle. Est-ce qu'on peut se voir la semaine prochaine? Très clair. Très court, très pragmatique. J'aime beaucoup parce que finalement, ce que je comprends, c'est qu'il y a une grosse part d'anticipation et de préparation dans tes appels. La plupart des gens s'imaginent que faire de l'outbound, être un expert en cold call, typiquement, et s'imaginent que ça veut dire prendre une liste de 500 et être bon avec les 500, peu importe qui c'est. Mais en réalité, non, tu les prépares, tes appels. C'est très très bon point, mec. Et en fait, c'est là où aujourd'hui, je trouve, et ça fait pas très longtemps, c'est grâce à des outils comme là, je viens de te citer Full Rich ou notamment lui pour avoir les numéros, les 06, que la vision a drastiquement changé depuis même pas 10 ans. Il y a encore 10 ans, on devait faire du volume pour faire du call. Parce qu'en fait, on n'avait pas le choix. Il fallait se taper les pages jaunes, le bottin. Il fallait se taper que des numéros fixes. On n'avait aucun moyen d'avoir des numéros de mobile. Donc,
il fallait faire du volume. Et on te disait, il faut que tu fasses 100 appels par jour pour espérer avoir 3 rendez-vous. Parce qu'en fait, dans le lot, il y allait avoir peut-être que 50% qui allaient décrocher. Sur les 50% qui allaient décrocher, tu allais peut-être parler quand même pas 10 décideurs, parce que tu n'avais que des barrages secrétaires. Et sur les 10 décideurs, dans le lot, il y en avait peut-être qui étaient mal identifiés, qui n'étaient pas dans ta cible. Donc, tu n'en parlais réellement qu'à 6 qui étaient vraiment dans ta cible. Et sur les 6, tu avais peut-être un peu de chance, comme tu étais fort, d'en avoir 3. Tu vois, genre, c'était vraiment une question de volume. Aujourd'hui, moi, j'aime bien dire qu'il faut avoir un juste milieu entre cadence, j'appelle plus ça du volume, parce que moi, je demande à personne de faire 100 appels par jour, mais il faut avoir une certaine cadence, on pourra revenir sur les temps alloués, les chiffres à avoir sur ces sessions, et de la qualité. C'est à moi, oui, d'aller identifier quels sont, comme j'ai dit tout à l'heure, ICP, buyer persona, d'aller chercher les numéros de téléphone. Et là, du coup, le jeu, c'est plus du tout le même. On n'est plus là à se forcer à faire des appels sur des standards, sur des accueils, sur des trucs qui sont horribles et qui nous dégoûtent et qui, en fait, nous donnent pas envie de continuer. On baisse les bras au bout de 2 semaines. Bah, c'était un peu la deuxième question, c'est que très souvent on me dit, écoute là, moi je trouve que des numéros génériques des entreprises. Je retrouve toujours au standard, secrétariat, réception, et puis je me fais envoyer bouler par quelqu'un d'un peu aigri. Qu'est-ce que je dois faire? Quel est le mot magique pour passer à travers ce standard et atteindre mon interlocuteur? Mais en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mot magique, il y a juste une meilleure préparation. Totalement. Meilleure préparation et connaissance des outils. Je ne citerai pas la boîte chez qui j'étais, mais c'est une boîte qui fait du transport routier que j'accompagne là depuis maintenant 2 mois. Je suis revenu les voir la semaine d'avant. Non, il y a 2 semaines, pardon. Et pareil, la première fois, je leur avais dit, les gars, aujourd'hui, ils me disent en fait, on n'a que les entreprises et on n'a que les fixes. Je dis, c'est pas possible. Ils me disent, si, si, je te jure. Je dis, c'est pas possible. Je dis, c'est qui? Ok, donne-moi le nom de la boîte, donne-moi le rôle de la personne. Bah, il fait ça, responsable logistique. Je dis, c'est lui? Ah ouais, c'est lui. Ok, super. Deuxième nom, redonne-moi un nom de boîte, redonne-moi ton truc. C'est lui? Ok, c'est lui. 3 sur 3, j'ai trouvé sur LinkedIn. J'utilise du coup mon outil. Je récupère le numéro de téléphone en direct devant eux. Je leur fais un call, je prends un rendez-vous. Je dis, les gars, je comprends qu'il y a une méconnaissance des outils. Maintenant, voilà ce qu'on va faire. Et maintenant, on va travailler intelligemment et on va créer des vraies listes propres et ça va vous donner envie parce que vous vous rendez bien compte que quand vous êtes en relation directe avec votre cible, vous êtes capable, encore une fois, de prendre des rendez-vous. Ce qui fait chier, c'est ouais, toute la partie d'avant, quand on doit passer des standards, des trucs et que les gens en face de nous, évidemment, n'en ont rien à foutre et c'est très dur. C'est pas non plus impossible, hein. Moi, j'ai aussi beaucoup démarché, alors je dis démarché, prospecté dans le domaine du médical. Comme je t'ai dit, pendant 3 ans et demi, j'étais dans une boîte où on ciblait des hôpitaux. Enfin, ma grosse cible, c'était des hôpitaux. Zéro, il n'y a pas de 06, il n'y a pas de mobile là-dedans. J'appelais du coup des lignes fixes, j'appelais des secrétariats pour avoir les médecins, pour avoir des assistantes sociales. Et là, bah, c'était pas injouable. Il fallait juste plus de temps. Un barrage secrétaire, soit tu arrives à le passer du premier coup parce que tu es très, entre guillemets, directif, mais respectueux. Tu considères toujours les gens que tu as en face de toi. Et parfois, ça va te demander 6, 7, 8 fois. Ce qu'il y a, c'est que les gens, quand ils appellent des secrétaires, c'est pareil. Ils ne demandent jamais le prénom de la personne et ils en ont rien à foutre. Oui, bonjour Valentin. Alors, je suis Enzo. Est-ce que je peux parler à Pierre, s'il vous plaît? Ah, il est pas là, mince. Je peux le rappeler quand? Lundi. Ah, ok, je rappellerai. Merci, bonne journée. Bah non. Parce que ça arrivera, parfois tu tapes des standards quand ta liste elle est finie et que tu as peu de 06. Ah mince, du coup il n'est pas là. Ok, je peux rappeler quand. Super. D'ailleurs, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Vous travaillez en direct avec Pierre? Ah super, vous êtes également pôle marketing. Ah bah intéressant. Bah du coup là-bas, je voulais vous rendez-vous avec Pierre, mais peut-être que je peux prendre rendez-vous. D'ailleurs, votre prénom c'est? Ok, Manon. Enchanté Manon. Et en fait, tu vois, petit à petit, tu récupères un nom. Est-ce que la personne, elle a l'accueil dans le pôle, on n'en sait rien, mais ressortez toujours avec un prénom. Vous savez pas, vous allez sans doute retomber sur cette même personne quand vous allez rappeler dans 1 ou 2 semaines ou le lendemain. C'est toujours plus sympa d'avoir quelqu'un qui décroche et qui dit allô, ah Manon, oui, c'est Enzo, on s'est eu hier. Bam, c'est comme ça qu'on crée du lien même par téléphone en fait. On considère tous les gens qu'on a en face de nous, qu'ils soient au secrétariat, à l'accueil, j'en sais rien. Même pour vous, en termes d'énergie, tu vois, genre je sors de là, j'ai eu Manon, j'ai pas eu la bonne personne, mais je m'en fous, je reste dans un bon mood. J'ai déconné avec Manon, on a rigolé, il y a eu du sourire, elle a été sympa, elle m'a pas envoyé chier. Les gens sont souvent là aussi à dire, putain, les gens en face, ils sont pas sympas. Mais je leur dis, Coco, c'est l'effet miroir. T'es chiant à crever quand tu parles. Donc en fait, si toi non plus tu mets pas de l'enthousiasme et de l'énergie, ne demande pas aux autres d'en avoir pour toi. Ça marche pas comme ça, tu vois. Un des exercices qu'on conseille souvent en coaching, c'est les call reviews, c'est d'enregistrer les appels, enregistrer les approches avec ne serait-ce que le dictaphone dans la poche quand on fait une approche physique ou alors voilà un truc à côté du Zoom, vous mettez le téléphone et vous enregistrez et de s'écouter.
quand on s'écoute, on se rend compte qu'on ne se répondrait pas à soi-même en fait. Je vous conseille d'ailleurs un petit outil si vous voulez, je pourrais partager. Je sais que pareil, je suis ambassadeur sur quelques marques, donc je les place, mais parce que j'ai fait un travail d'identification en amont pour essayer de vous proposer les meilleurs outils par vertical. C'est pas eux qui viennent me chercher, hein, c'est moi qui vais chercher les outils exprès. Je veux bosser qu'avec ce qu'il y a de mieux. Et aujourd'hui, il y a un super outil, ce que tu parles de recording de calls, qui est un excellent point, mec. Il y a un outil que je pense que d'ailleurs beaucoup connaissent, On-Off, qui est super, qui est très peu coûteux. Je pourrais partager le lien si tu veux. J'ai 50% avec le lien pour les gens qui veulent tester. Je mettrai les liens en dessous. Putain, ouais, je te foutrai le lien avec grand plaisir. Ça prend 3 secondes à créer. C'est génial. Je vous le sors pas parce qu'on est en train de filmer aussi avec l'ordi, sinon je vous aurais montré avec le téléphone. J'ai un deuxième numéro de mobile. Je précise bien mobile parce que les autres acteurs donnent des numéros de ligne fixe. Donc, va essayer d'appeler un mobile avec une ligne fixe. C'est mort. Donc, numéro de mobile en 3 secondes, appel à l'étranger, recording, connexion avec le CRM, c'est pépite et c'est pas cher. Ah bah écoute, ouais, on mettra les liens en description, carrément. Donc ouais, s'enregistrer, s'analyser, se rendre compte de comment on parle, c'est déjà une grosse clé. Et écoute, j'aime beaucoup tout ce que tu me dis depuis le début parce que tu vois, je savais pas à quoi m'attendre dans les conseils que tu avais donnés, parce que tu sais, c'est pas mon domaine, la prospection à froid pure comme ça. Et d'un côté, je m'attendais à peut-être quelque chose de plus, tu sais, le volume, le fameux volume, des punchlines, etc. Et non, tu me dis que c'est l'anticipation et l'empathie, la connexion avec la personne qui fait le résultat. Et j'aime beaucoup parce que tu vois, une des méthodologies que je conseille qui marche le mieux pour le moment sur les dernières années, pour ceux qui sont notamment en physique et qui veulent prospecter des boîtes autour d'eux, c'est de faire des mini audits en fait. Avec par exemple, si c'est pour vendre un site web, un petit audit de pourquoi le site web est éclaté aujourd'hui et puis de le plastifier, de le remettre en main propre en sachant à quelle personne exactement on veut parler, etc. Donc d'amener un cadeau et avoir un interlocuteur clé en tête. Et aujourd'hui, c'est ce qui amène le plus de résultats. Mais en fait, on se rend compte que c'est la même chose avec le téléphone, c'est la même chose avec les emails et avec la prospection en masse, entre guillemets, à distance. C'est de la préparation, c'est de l'implication. Petit tips que j'ai fait un petit short récemment que j'ai mis sur LinkedIn qui a bien marché, mais je vous donne aussi une méthode de prospection pour à la fois LinkedIn et potentiellement du mail. Alors sur LinkedIn, un truc qui marche très bien, beaucoup plus qu'on ne le croit, avec toujours cette même approche en termes de wording et de pitch concis que sur le call. Les vocaux marchent super bien sur LinkedIn parce qu'il y a une approche très personnalisée. On ne peut pas faire d'effets de masse, de messages pseudo-automatiques, génériques. Il y a des solutions qui permettent d'automatiser, mais comme tout, n'automatisez rien avant de vraiment maîtriser l'art parfait d'une technique. Cherchez pas à automatiser au bout d'un jour un truc que vous maîtrisez pas. Ça, c'est un gros conseil. Donc, faites 10 vocaux par jour de gens que vous avez bien ciblés. Vous les ajoutez. Une fois que les gens sont ajoutés, n'écrivez rien. Faites-leur un petit vocal de 20 secondes avec ce qu'on s'est dit là, même principe. Autre technique, faites un petit loom. Ça rebondit exactement sur ce que tu disais là, justement, sur tu as peut-être fait un site, tu veux du coup le montrer, tu as travaillé sur une maquette, parce que tu as très envie de bosser avec une boîte. Bah là, c'est pareil dans ce cas-là. Si vous avez fait un petit site sur la personne, où vous avez retravaillé son branding, son SEO, que sais-je, peu importe, euh, lancez la vidéo loom. Soyez sur sa page LinkedIn pour lui montrer que c'est bien lui. En plus, vous allez avoir la petite vignette vous en dessous pour avoir un côté humain où la personne va vous voir, elle va vous voir interagir, elle va vous entendre prononcer son prénom, son nom, son entreprise. Il y a un vrai effet waouh. Elle est sur son propre LinkedIn, donc elle se dit ah putain, c'est vraiment moi. Derrière, vous switchez sur le site que vous venez de faire ou le travail que vous voulez rendre ou n'importe quoi en disant voilà sur quoi j'ai travaillé, voilà avec qui je le fais déjà. Je voulais juste vous rencontrer 20 minutes en visio. Dites-moi si ça vous intéresse. Moi, en tout cas, j'ai fait cet effort-là parce que j'ai très envie de vous rencontrer. Bonne journée. Bam, 30 secondes, approche ultra personnalisée, ultra humaine, ultra empathique, ultra bienveillante. C'est ça qu'on veut de la vente aujourd'hui. C'est pour ça que je commençais par vous dire que moi, mon taf, c'est de redorer l'image du commercial. C'est par ses belles valeurs. C'est pas en étant shark, en vendant sa mère pour un Twix. C'est vraiment en apportant de la valeur aux gens et en restant le plus humain possible, le plus connecté. C'est ça qui fait une vente. Il y a un truc qu'on appelle le continuum de certitude en vente. C'est l'entreprise, le produit et vous en tant que sales, en tant que vendeur. Ça, dites-vous que c'est 80% de la vente, c'est vous. Surtout quand vous êtes là, ce qu'on dit en tant qu'auditeur, auditrice, c'est votre propre business. Moi, je sais, je suis tout seul aussi aujourd'hui. Je ne bosse que pour moi. Je me vends moi. Et donc, vous faites 80% du taf. C'est pour vous qu'on va venir, littéralement. C'est super intéressant. Et tu as évoqué les automatisations. En ce moment, enfin, puis régulièrement, c'est moi, ça fait 4-5 ans que je donne des conseils sur la création d'agences. Et puis il y a des modes. Tous les ans, je vois des nouveaux outils, des nouveaux trucs qui sortent. Selon aussi qui sont les nouveaux acteurs sur le marché aujourd'hui. Et en ce moment, il y a une mode d'automatisation qui revient sur LinkedIn.
qui est donc des bots ou des setters. Parfois, ça peut être des humains, mais de façon copier-coller, tu vois. Et l'idée, c'est d'envoyer une tonne de messages à des profils. Je pense que c'est avec le Sales Navigator que les gens ciblent en fait des profils intéressants de PME et on voit toujours les mêmes messages pour lancer la conversation. Et c'est après que la personnalisation a lieu. Et moi, ce qui m'explique, c'est que, enfin, parce que j'ai des membres de mes programmes qui essayent de mettre ça en place et qui n'ont pas de résultat, et ils m'expliquent que ce qu'ils font, c'est qu'ils ne personnalisent pas le premier message, ils envoient énormément de volume, puis ils personnalisent la suite. C'est quoi ton avis sur ce genre de méthodologie avec beaucoup de volume, beaucoup d'automatisation pour l'approche, hein, pas pour la suite de la conversation, mais pour l'approche. Bah, encore une fois, ça dépend du marché que vous adressez. Moi, j'essaie toujours, parce que aussi, je vais beaucoup baigner dans des marchés fermés ou dans des marchés de grands comptes. À savoir, tu vois, quand je bossais sur le médical, à un moment donné, tu as un nombre restreint de généralistes sur ton secteur, tu as un nombre restreint d'hôpitaux, tu as un nombre restreint de kinés. Donc, tu peux pas avoir une approche de maxi volume parce qu'en fait, il n'en poussera pas d'autres. Tu vois. Hum. Pareil, quand je bossais sur des grands comptes en France, sur le CHR, donc café, hôtel, restaurant, bah, des comptes qui ont plus de 10 établissements en France, il n'y en a pas 800. Donc, je suis obligé d'avoir une approche toujours très quali. Alors, je ne suis pas contre l'approche quanti nécessairement. Je dis juste qu'il faut faire attention. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, tout le monde cherche à faire ça. Ce que tu cites comme exemple, moi, je ne suis pas trop du monde des setters. C'est un truc qui est encore un peu nouveau, parce que c'est surtout du monde de l'infoprenariat. Donc, je ne suis pas du tout proche, moi. Mais j'ai toujours un œil parce que j'essaie toujours de rester à l'affût de ce qui se fait, des bonnes pratiques. Pourquoi pas avoir quelque chose de très court, très punchy why not? Il faut tester, mais testez pas sur des échantillons trop gros, c'est toujours pareil. Là, on est à mi-chemin entre du sales, du growth hacking. À l'époque, je disais, je pense, j'en parlais il y a peut-être 7-8 ans, je disais l'évolution du sales, ça va être le sales hacker, justement. Tu vois, une forme de growth hacking et de sales parce qu'il va falloir bien maîtriser les outils, etc. Avoir une approche un peu généraliste, why not? Mais dans ce cas-là, avoir une approche généraliste sur un secteur ou une problématique, ça ne veut pas dire envoyer le même message à 1000 personnes. Ça veut peut-être dire que ouais, dans votre cible, sur votre marché où vous targetez 1000 personnes, resegmenter peut-être en tranches de 100. Et sur ces 100-là, oui, vous pouvez balancer un message automatique sur 100 personnes, mais qui est quand même spé sur sa verticale. En fait, je mêlerais toujours générique et un peu de spécialisation, tu vois, quand même dedans, même si c'est pas personnalisé exactement sur le profil de la personne, trouver encore une fois une caractéristique commune à ces 100 personnes pour avoir un maximum de retours. Si tu devais choisir entre faire ça et envoyer des messages un par un personnalisés, donc en envoyer 10 fois moins, mais plus personnalisés, tu choisirais quoi? Ah, la 2, tout de suite. Franchement, c'est Personnalisation. sûr et certain. Ouais, Ok. parce que en fait, le truc, c'est que je me trouve très calme et pas vulgaire du tout. Je pense qu'on va rentrer dans un autre mois, dans pas longtemps. D'habitude, je suis beaucoup plus vulgaire. Je tiens beaucoup ma langue depuis tout à l'heure. Mais en fait, les gens, faut pas se donner. Les gens se donnent bonne conscience en se disant aujourd'hui, j'ai envoyé 500 messages, donc j'ai taffé. T'as rien branlé, frérot. C'est pas parce que t'as envoyé 500 messages que ça veut dire que ça va mordre en fait. Et les gens, du coup, moi je le vois même sur les sites, attention, sur du B2B aussi que je coach tous les jours, hein. Les gens se disent cool, j'ai envoyé ma séquence, allez, Inchalid, tu vois. Mais en fait, non, ça peut pas marcher comme ça, tu vois. Genre, donc à choisir, non, clairement, je ferais moins mais mieux. Je ciblerais plus, mais c'est antinomique avec le taf de sales, que chaque fois on me dit, putain, le taf, la préparation, bah ouais frérot, mais arrête de te branler la bite en fait. C'est-à-dire qu'on n'a rien sans rien, tu vois, dans la vie. Évidemment que oui, il faut faire un travail de préparation plus important, mais c'est un truc que tu vas peut-être faire une fois, qui va te demander un effort que tu n'as pas l'habitude de faire, où tu vas peut-être te préparer une grosse liste de 200-300 personnes. Cette liste, tu vas avoir de quoi la taffer sur le mois. Et en fait, je vous assure que segmenter, c'est pas si long que ça. Les gens se font un Ah oui. monde, mais aller regrouper des gens par caractéristiques et trouver, tu vois, des échantillons de 50 à 100 personnes, ça se fait vite, beaucoup plus vite que les gens ne le croient. C'est parce qu'ils ne se sont pas assez mis à le faire. Je suis carrément aligné avec ce que tu dis et bon, je suis d'accord avec toi dans le setting, etc., même l'automatisation dans le monde de l'infoprenariat, ça peut être exploitable, mais dans le monde de la vente directe sur des PME, euh, en fait, je pense que tout ça, c'est des choses qui viennent beaucoup des États, ça vient beaucoup des États-Unis et le marché est pas le même, tu vois. Et en France, il y a une autre réalité qui est qu'il y a beaucoup moins d'acteurs par secteur d'activité, beaucoup moins d'acteurs par vertical, donc tu peux moins te permettre de faire ce qu'un Américain va faire avec ses 350 millions d'habitants, tu vois. Faut s'adapter à la réalité de son marché. Et alors, on parle de la France, je te parle pas du Québec. Enfin, je veux dire, on est 3,5 ici, hein, on n'est pas beaucoup. Il y a 8 millions d'habitants, il y a très peu de PME. Moi, quand j'ai voulu me nicher dans les hôtels au début de mon agence, il y a 300 hôtels en tout au Québec. Enfin, je veux dire, et là-dessus, la moitié, c'est des franchisés, des grands groupes. Donc, tu fais le tour
en 2 mois, quoi. Donc voilà, il faut personnaliser, c'est là où il faut créer du lien. Donc je suis carrément avec ce que tu dis. Alors, est-ce que tu peux, une dernière fois, nous rappeler la structure de la bonne approche? Une dernière fois. Je peux vous donner un petit peu, si tu veux, moi, le genre de pitch, parce que moi, j'ai toujours la même structure de pitch. Ouais. Je pourrais d'ailleurs, on peut inviter les gens, si tu veux, à regarder. À l'époque, tous les vendredis, je faisais une émission sur LinkedIn qui s'appelait du coup le Cold Club, K-O-L-D Club. On a mis plein de vidéos sur YouTube. J'ai mis quelques extraits sur mon site. Le concept, c'était que tous les vendredis, on appelait pour une boîte différente et on prenait des rendez-vous en live. On était en live sur LinkedIn. C'était pas du Énorme. enregistré, c'était pas du coupé au montage. C'était on appelait, on prenait des portes et on prenait des rendez-vous. Et du coup, j'appliquais cette même méthode tous les vendredis. On prenait des rendez-vous tous les vendredis. Et c'est ce que j'applique chez tous mes clients. Et ça marche chez 100% de mes clients. Attention, ça ne marche pas chez 100% des sales que j'ai. J'en ai fait 1500. Évidemment que je ne suis pas un gourou ou un magicien. En revanche, j'ai fait plus de 150 clients différents depuis là 1 an et demi. Cette technique a marché 100% du temps chez les clients. Je le précise. C'est très pragmatique. Ça s'appelle AIDA. Et AIDA, pour les spécialistes du marketing, vous le voyez très bien, c'est une méthode de copywriting à la base. Le concept d'AIDA, c'est de se dire que chaque ligne me donne envie de lire la suivante. Moi, j'ai appliqué ce concept-là au call call en me disant que chaque info que j'amène, ça doit être très court et ne doit pas donner envie à mon interlocuteur de me couper la parole ou de me raccrocher la gueule. Même concept. Donc ça va être, au lieu de, comment c'est, attention, ça va être accroche pour moi, mais c'est la même chose, accroche, intérêt, désir, action. Dans l'accroche, moi j'adore l'approche directe, justement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc ça va être, hello Valentin, déjà je vais valider, bonjour Valentin, oui, bonjour, je suis Enzo de WeHelp. Oui, pardon, Valentin, en fait, on ne se connaît pas encore. Je vous explique. C'est pas un hasard si je vous appelle. Ça fait 1 heure que j'échange avec des directeurs marketing comme vous dans le domaine 2 qui ont moins de telle personne. Je vous explique. L'objectif de mon appel, c'est qu'on se prenne rendez-vous. Bam, ça, c'est une accroche. Très simple, 10 secondes. J'explique ce que je fais, avec qui je parle. C'est pas un hasard. J'ai ciblé déjà un peu sa boîte pour lui montrer que je connaissais, que j'ai fait un effort de recherche. Pourtant, l'effort est minime et que l'objectif est tout de suite posé, rendez-vous. Derrière, intérêt, désir, action. Dans l'intérêt, parler du bénéfice que vous apportez factuellement à cette personne, à ce buyer persona. Si on parle à un DAF, donc à un directeur financier, versus un directeur opération, versus un directeur comment marketing, on ne met pas en avant les mêmes bénéfices de notre solution. Donc, adaptez toujours vos bénéfices au buyer persona. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est partir d'un constat, d'une problématique. Aujourd'hui, on se rend compte que dans le domaine du BTP, les gens ont du mal à générer plus de leads et ont des sites internet obsolètes. Ça tombe bien, moi j'accompagne des directions générales ou des directions de marketing dans tel secteur à optimiser pour vous permettre de bénéfices. Ok, ça vous permet c'est comme ça qu'on répond à une notion de bénéfice. Désir, je le fais déjà avec preuve sociale, X, Y, Z, idéalement dans le même secteur, en tout cas avec la même taille de boîte. Voilà les chiffres qu'on a, un chiffre, 2 chiffres grand max. Est-ce qu'on peut se voir mardi ou jeudi prochain? Et n'oubliez pas de proposer factuellement aussi des dates. Ne soyez pas passif, on appelle ça un call to action, ce serait con d'être passif à ce moment-là. Et donc de se dire, quand est-ce qu'on peut se voir? Quand est-ce qu'il y a de la dispo? Vous avez le lead, c'est vous qui appelez, vous savez pourquoi vous appelez, vous le montrez de A à Z, que rien n'est un hasard ici et qu'on doit se rencontrer. Donc on propose déjà aussi un jour ou deux pour permettre à la personne de se projeter dans son agenda. Et voilà Aïda, et ça dure 20 secondes, 25 secondes quand tu le fais. La méthode est incroyable. Je vais t'emmerder quand même avec un truc. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont nous écouter sont au lancement. Donc n'ont pas encore forcément cette crédibilité, tous ces clients, ces chiffres à partager. Est-ce que tu as une méthodologie, une astuce pour quand même être crédible dans l'approche, même si on n'a pas tous ces éléments rassurants? Bah, je parlerai pas forcément de preuve sociale et j'émettrai pas de chiffres. Je pense que pour certains, ils peuvent à peu près, tu vois, à la louche, on sait qu'on peut un peu enjoliver ce qu'on dit, tu vois, ou des gens avec qui on est en train de parler, on va pas dire que ce sont nos clients, mais déjà, on échange déjà avec tel type de boîte, s'il y a des gros noms, sans dire qu'on bosse avec eux. On peut très bien ne pas mettre de preuve sociale et se concentrer pleinement sur, voilà les pains aujourd'hui qu'on a identifiés, voilà ce qu'on vous permet de faire demain. Concentrez-vous sur pain-bénéfice. Ça, pour le coup, si vous créez votre boîte, vous savez quelles sont aujourd'hui les problématiques que rencontrent vos clients et comment vous allez les combler. Mon point juste, c'est arrêter de pitcher ce qu'on appelle en caractéristiques, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est présenté, il y a comme une sorte, et c'est pour ça que tu vois, que moi j'ai inversé cette notion de respect en expliquant tout de suite. Les gens disent, oui, mais attends, il faut que je me présente, il faut que je présente ma boîte, il faut que je présente ce que je fais. Mais en fait, la personne en a rien à branler de toi. Arrête de lui parler de toi.
Parle-lui de lui. Et c'est ça où les gens, tu vois, ils comprennent pas la différence. C'est que, tu vois, au bout de 10 secondes, j'ai commencé par dire, voilà les problématiques que vous rencontrez peut-être, parce que c'est ce qu'on a chez notre client. Voilà ce que moi, je vous apporte, vous. Voilà ce que vous allez pouvoir faire demain grâce à ce que je vous propose. On est déjà en train de projeter dans de la solution avec la personne. Et ça change tout. Alors que les gens sont là, oui, bonjour, en fait, on est une boîte, nous, aujourd'hui, spécialisée dans le SIA et SEO. Et aujourd'hui, du coup, on est valorisé à temps et on a eu le prix lauréat de... Je n'ai rien à foutre de ta vie. Franchement, au bout de 10 secondes, je t'ai coupé la parole, tu vois. Ou en tout cas, je t'écoute plus. J'attends qu'il y ait un blanc pour te dire non, mais merde, pardon, excusez-moi, mais non, je rentre en réunion, rappelez-moi plus tard. Hmm. Et hop, ça dégage. Donc, Ouais, soyez carrément. focus sur vos clients, customer-centric et pas égocentrique. Donc focus sur l'interlocuteur, focus sur la finalité qu'on leur apporte et éventuellement, si on en ressent le besoin, on a une drop d'autres boîtes qu'on est en train d'approcher, même si ce n'est pas encore des clients, pour montrer au moins qu'on est dans le même secteur et sur la même verticale que le client à qui on parle. Et dernier point, par pitié, soyez justement mon mot d'ordre, hein, c'est comme ça que je voulais appeler ma boîte. Finalement, je l'ai appelé avec mon nom parce que je suis un gros connard égocentrique aussi. C'était pour le branding, finalement, j'ai pris mon nom, prénom comme comme un saligo. Non, le pragmatisme. Euh, Prenez de la hauteur sur ce que vous faites et par pitié, vulgarisez à balle ce que vous faites. Vulgarisez. Il faut que votre oncle qui a 60 piges, il comprenne ce que vous faites. Il faut que votre petite nièce qui a 14 ans, qui préfère être sur TikTok que de vous écouter, elle tienne 20 secondes et qu'elle comprenne ce que vous faites. Ça ne veut pas dire qu'il faut infantiliser les gens qu'on a en face. Ça veut juste dire qu'il faut parler simplement. Un expert ou une experte, c'est quelqu'un qui est capable de vulgariser un concept et qui est capable de parler à n'importe qui. Bah, c'est pareil. Utilisez bien évidemment le jargon technique qu'emploient vos interlocuteurs, s'ils emploient un jargon technique, mais ne faites pas des belles phrases à rallonge, chiantes, et par pitié, vos pitchs, écrivez comme vous parlez. Ça, c'est la base. Les gens ont tendance à écrire des longs pitchs bien propres qui sont très sympas à lire, on dirait des mails, et qui après n'arrivent pas à se les approprier. Arrêtez d'employer le nous, employez le on, en fait. Et ça change tout aussi. C'est naturel quand on parle. J'ai vécu là une nouvelle épidémie dans mes membres qui est ChatGPT parce que la plupart font leur script avec ChatGPT, mais du coup ChatGPT va te fournir des phrases ultra construites, c'est la littérature, tu vois. Et du coup, ils ont beaucoup de mal à le reproduire au téléphone, dans même les emails sont assez compliqués à lire. Donc c'est drôle que tu dises ça, justement. Arrêtez d'utiliser ChatGPT aussi pour faire les scripts, écrivez-les comme vous le feriez naturellement. Un exemple très pareil pour qu'on avance quand même, mais je trouve c'est important parce que j'ai encore eu cet exemple tout à l'heure. Tu vois, j'étais dans une boîte qui fait en gros du conseil en print, qui permet du coup de centraliser en gros tout ce qui est du coup support de com, support marketing pour des grosses franchises, etc. Et une des sales avait du mal à s'approprier le pitch. Tu vois, ils avaient fait un travail de groupe, mais elle disait putain, mais c'est pas moi, je me retrouve pas dedans, je trouve ça trop complexe, c'est pas moi. Je lui ai dit ok, on a pris 3 minutes, je lui ai dit ok. Imagine, je suis ton cousin, ça fait 3 ans, on s'est pas vu, je te raconte raconte-moi ce que tu fais. Ok, et petit à petit, je creuse. Ok, pourquoi tu fais ça? Ok, mais à qui tu cibles en réalité? Ok, avec qui tu l'as fait? Ok, très bien. Petit à petit, on commence à creuser. Je lui dis, ok, en fait, tu es une sorte de Amazon, mais du coup, pour les franchisés, pour leur permettre demain d'optimiser du coup réduction des coûts et optimiser du coup leur temps pour se focus sur autre chose. Elle fait, ah ouais, c'est pas mal ça. Ok, je dis, vas-y, rapproprie-toi ça, rajoute-moi un petit chiffre. Je reviens littéralement 15 minutes après, elle a pris 2 rendez-vous. Elle n'en avait jamais pris jusque-là. Juste parce qu'elle s'est sentie à l'aise avec le fait d'expliquer comme elle le voulait, elle a dit, ah, j'aime bien l'idée du Amazon. Je dis, oui, simplifie. Je suis au téléphone de l'autre côté. Je t'ai pas demandé à m'appeler. J'ai pas le temps. Je suis pas du tout concentré, je comprends rien à ce que tu me dis. Arrête avec tes termes de merde, arrête de partir dans tous les sens où il y a que toi qui t'écoutes. Parle-moi simplement. Et si tu me parles simplement, je vais rester concentré avec toi au moins les 30 prochaines secondes. Et un call, c'est rarement plus de 2 minutes pour prendre un rendez-vous. Quand ça dépasse les 2 minutes, c'est globalement, c'est pas bon signe. Soit les gens vous expliquent par A plus B à quel point ils veulent pas bosser avec vous, ils ont du temps à perdre. Soit, bah, de nouveau, c'est la même chose. Ah ouais, ok, ouais, je retiens vraiment, en fait, il faut humaniser le truc. La vente, il faut l'humaniser à fond. Et du coup, je fais un parallèle pour passer un peu au sujet suivant, qui est le rendez-vous en lui-même, le rendez-vous de vente. J'imagine qu'on garde les mêmes bases pour le rendez-vous de vente. On y va détendu, chill, on humanise le truc. Comment tu structures un bon rendez-vous de vente? C'est une très bonne question et du coup, je voulais revenir dessus parce que tu me l'as fait un petit peu tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle la faire en rendez-vous de vente au tout départ pour tous ceux qui ne viennent pas de la vente. Un truc qui va drastiquement changer vos rendez-vous, c'est ce qu'on appelle faire une OPA au début. Une OPA, c'est donc un objectif, plan et un accord avec la personne. Donc en gros, ça voudrait dire, OK, aujourd'hui, Valentin, bah, merci de prendre le temps.
On se rencontre. L'objectif de ce call, c'est que moi, je comprenne un peu mieux comment vous fonctionnez, notamment en matière de SEO, ce que vous avez pu mettre en place. Dans un second temps, moi, je vais également du coup me présenter, vous montrer ce que je suis capable de faire et ce que j'ai déjà fait avec des clients. À la fin, je réponds à toutes vos questions. Est-ce que du coup, ça vous va? On a bien 30 minutes. Bam, déjà, j'ai posé le cadre de mon rendez-vous. Ce qui va me permettre après, derrière, de naviguer gentiment. Parce qu'un cadre, c'est pas juste, on veut pas que ce soit étroit et un interrogatoire. C'est déjà, j'ai un accord avec la personne, je sais pourquoi on est là, je lui explique comment ça va se passer, que d'abord, je vais devoir comprendre, elle, comment elle fonctionne. Et après, je vais pouvoir pitcher. Je revalide le temps, on est d'accord. Donc, la structure d'un meeting, les gens souvent font du ping-pong et c'est ce qui fait que c'est très désuet, qu'en fait on comprend rien et que on se retrouve à faire du traitement d'objection alors que ça fait que 5 minutes qu'on se parle. Les gens posent très peu de questions et sont concentrés sur allez, à moi, je vais bien faire ma presse, on a une demi-heure de meeting, je vais parler pendant 25 minutes. Or, c'est tout l'inverse. Déjà, sur un meeting de 30 minutes, vous ne devez pas commencer votre démo avant 15-20 minutes. Il y a 15-20 minutes de découverte. Donc, c'est des questions que je pose à la personne. Pas sous format d'interrogatoire, il faut rester sur une conversation naturelle. Mais si j'ai énoncé mon plan, ma fameuse OPA au début, en lui disant voilà pourquoi on se voit et donc voilà dans quel ordre on va le faire. Moi, je vous pose des questions, j'ai besoin de comprendre ce que vous avez fait, etc. Comme ça, après, je vous présente ce qui est intéressant pour vous, de ce que je suis capable de faire. Et à la fin, on répond à nos questions. Donc, soit dit, découverte. Une fois que j'ai fini ma phase de découverte, on pourra rentrer dedans après sur des questions ouvertes. Je vais faire l'accent là-dessus. Je vais pitcher ce que je fais. Moi, j'aime bien pitcher avec d'abord un petit storytelling. Donc, seulement maintenant, je me présente. Je ne me suis pas présenté au début pendant 20 ans où on a perdu 10 minutes. C'est maintenant que je me présente. Voilà ce que j'ai fait. Voilà juste de où je viens. Et donc, voilà l'histoire de ma boîte. Maintenant, démo. Voilà ce que je suis capable de faire avec de la preuve sociale, avec tout ça, explication. Super. Qu'est-ce que vous en pensez jusqu'ici? Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans tout ce que j'ai présenté? Je vais parler aussi par question ouverte. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans tout ce que j'ai dit? Là, on va avoir pareil des infos. Et là, on va rentrer dans une phase de closing, de traitement d'objection, où l'idée, c'est justement quand j'ai parlé au tout début que les gens ont la peur du non, c'est qu'il va falloir poser les fameuses questions qui dérangent un peu. Et arrêter de mettre la poussière, je vais même dire la merde, sous le tapis, où en fait on finit d'un rendez-vous, on n'a pas levé les freins. On ne sait pas si la personne elle est en phase avec notre budget. On ne sait pas si c'est bien lui ou elle la décisionnaire. On ne sait pas quels sont les process de décision. On ne sait pas quels sont réellement les next steps. On est là, on s'est dit j'ai fait ma presse, je vais envoyer mon devis. Allez, Inch'Allah encore une fois. Or, il faut désamorcer tous ces trucs avant la fin du meeting pour savoir si demain on bosse ou pas et pour pouvoir surtout répondre à ça. L'idée, c'est pas d'avoir peur, on est là pour faire du business. La personne a le droit en face d'avoir pas compris quelque chose. Elle a le droit en face de se dire que c'est un peu cher. Intéressant, Valentin. Je comprends que ce soit un budget que vous devez allouer plus tard dans l'année et que vous devez regarder chaque sou. Très bien. Aujourd'hui, quand vous me dites que c'est trop cher, est-ce que vous pouvez me dire par rapport à quoi? Ou qu'est-ce qui est trop cher dans ce que je vous ai présenté? Et hop, on va réouvrir avec de la question. On va l'isoler aussi. Est-ce qu'hormis le prix, il y a autre chose qui bloque ou est-ce que selon vous, il n'y a que le prix? Isolation. Ah, il n'y a que le prix. D'accord. Maintenant, donc, dans le prix, qu'est-ce qui est trop cher pour vous? Et hop, on rentre dans une phase pareille de questionnement et de réargumentation. Donc, tout ça, c'est assez structuré. Il faut le faire en revanche de manière, et c'est plus les années passent, plus c'est naturel, mais on ne doit pas le sentir. Le plus beau compliment que j'ai eu la semaine dernière, c'est un gars qui m'a dit j'ai pas senti quand tu m'as fait une vente. Je dis tant mieux, parce que en fait, moi, je veux qu'on bosse ensemble. Je veux pas te vendre un truc à proprement dit, je veux qu'on collabore. Donc, c'est la plus belle, plus beau compliment que tu puisses me faire. Mais donc, ça doit être de la structure et question avant l'argument, toujours. C'est super intéressant. Euh, un des éléments que je vois quand j'écoute des enregistrements de rendez-vous certains de mes membres, c'est que effectivement la phase de découverte va ressembler souvent à un interrogatoire. Alors moi j'aime bien leur dire de toujours faire des conversations et que j'aime bien dire que la différence entre un interrogatoire et une conversation, c'est que dans une conversation, ta deuxième question est relative à la réponse précédente. Euh, en rebond, effectivement, est-ce que tu as des conseils, des bonnes questions à poser pour... Alors, imaginons qu'on est là pour vendre des sites web, ok? On va prendre l'exemple. Est-ce que tu as des bonnes questions générales qu'on peut garder comme trame pour toutes les phases de découverte? Qu'est-ce que tu conseilles au niveau des phases de découverte? Déjà, il faut partir de votre offre, en fait, pour constituer votre phase de découverte. C'est que qu'est-ce que tu vends factuellement, du coup, à la fin? Donc après, les questions, je n'ai pas vendu de site web, mais là, naturellement, ce serait de questionner, même si je pense que tu peux le savoir, donc c'est revalidé. C'est aujourd'hui, votre site web, vous l'avez fait depuis quand? Vous l'avez fait, vous êtes passé par qui? Vous l'hébergez sur quoi? Qu'est-ce qui est du coup, qu'est-ce qui est indispensable aujourd'hui dans la confection de votre site web? Quel est le but aujourd'hui de votre site web? Vous le faites pourquoi? Pour générer du coup du trafic, du lead, c'est pourquoi du coup, tu vois? Et donc l'idée, ce serait de questionner en fonction de toi ce que tu vends demain. C'est OK, quelle est votre vision aussi de la boîte? Où est-ce que vous voulez l'emmener demain? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans ce que vous faites du coup déjà? Votre trafic,
Comment est-ce que vous avez choisi d'amener votre trafic? J'en sais rien, tu vois. Ce qu'il faudrait se poser, en revanche, j'ai pas une question type parce que pour moi, encore une fois, c'est selon ce que tu vends que tu vas générer du coup des questions. Ce qui est important d'avoir, c'est un questionnement ouvert, je le dis toujours. Donc, ouvert, c'est les petits tips pour vous donner des questions ouvertes et il faut le travailler, ça. C'est qu'est-ce qui, qu'est-ce que, en quoi, comment. C'est globalement un peu les quatre tournures les plus communes. Après, bien sûr, il y a où, qui, quand, combien. Celles-là, tout le monde les connaît, mais des petits tips pour vous permettre de vite switcher d'une question. Souvent, les gens posent des questions en est-ce que, principalement, ou avec des tournures qui sont similaires à du est-ce que. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait? Oui, ça va, on est bien là-dessus. Et est-ce que vous avez pensé à, ou est-ce que vous faites plutôt ça, ou est-ce que vous faites plutôt ça? En fait, 90% des gens font des questions fermées ou orientées. Ah, donc aujourd'hui, vous faites ça, ça veut dire que vous faites ça comme ça, ou vous faites ça comme ça? Potentiellement, c'est ni l'un ni l'autre. Tu n'as pas laissé le choix à la personne. Tu l'as orienté sur toi, ce qui t'arrangeait peut-être, mais est-ce que elle ou lui, ça l'arrange de dire ça? Et donc, Ouais. finalement, on sort de là avec peu d'informations. Donc, travaillez vos questionnements, partez de votre offre, allez chercher les infos qui sont pertinentes. Je vais essayer de moi me mettre de l'autre côté pour vous donner une idée. Ça, tout ça, c'est noté. Moi, quand je fais un rendez-vous, j'ai des bullet points et j'ai pas de questions à proprement dit. Je sais en revanche qu'il faut que je reparte avec tous ces éléments-là. Ces éléments sont devant mes yeux. Il faut que je reparte avec du contexte sur la boîte. Qu'est-ce qu'ils vendent, depuis quand, les levées, la personne en face de moi, qu'est-ce qu'elle a fait, depuis quand elle est là, c'est quoi ses objets, etc. C'est quoi leur ICP, c'est quoi leur buyer persona, comment est structurée leur équipe de vente, comment est structuré du coup le variable, qu'est-ce qu'ils ont comme stack d'outils, à quel niveau est leur enrichissement du coup de données, quelle est leur échéance pour mettre en place une formation, pourquoi ils sont venus me chercher, tu vois, genre, et en fait, j'ai une dizaine, douzaine de points que je me donne le droit de poser dans un ordre qui convient avec la conversation. Au pire, je sais que je reviendrai. Parfois, j'en pose trois quatre au tout début pour justement poser un peu le cadre. Les gens répondent plus ou moins. Parfois, ils m'en donnent plus que ce que je voulais, ce qui fait que j'ai déjà des questions qui sautent. Et naturellement, au pire, je vais venir rebondir et je vais venir récupérer mes infos qui manquent. Tu te presses pas et tu prends le temps de la conversation pour poser des questions. Parce qu'en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les gens souvent se pressent à vouloir tout de suite faire leur démo. Et donc, en fait, tu manques drastiquement d'infos. Et en fait, tu crois que tu vas signer le client à la fin en one shot. Mais ça arrive de temps en temps, du one shot. Mais ça arrivera quasiment jamais. Si tu fais 5% de one shot sur tous tes deals ou 10%, c'est vachement bien. Je fais une généralité, parce que je sais pas quels sont les cycles moyens des gens qui nous parlent là, enfin, qui nous regardent, pardon. Mais arrêtez de vouloir faire du one-shot à tout prix. Dites-vous que vous allez devoir relancer la personne. Vous allez devoir soit la rappeler, soit la relancer par mail ou autre. Donc ne vous pressez pas à faire une démo. Moi, parfois, je me retrouve sur des rendez-vous de une demi-heure. Je commence à pitcher au bout de 25 minutes. Et derrière, j'ai un autre rendez-vous. Donc je speed, je serre tout à mort. Je refais derrière un mail de follow-up hyper carré où du coup, il y a tout ce que la personne m'a dit. Donc ça crédibilise vachement que j'ai écouté. J'étais pas là pour juste vendre ma pomme, c'est que j'ai pris conscience des problématiques, j'ai pris conscience de ce qu'il faisait, j'ai fait un joli résumé et j'ai fait une propale qui vient s'adosser à ce que j'ai déjà dit à l'écrit. Je ne sors jamais sans avoir déjà un peu annoncé un prix parce que je veux pas d'effet de surprise derrière et dire que c'est à ta gueule que je te donnerai un prix. C'est déjà, j'énonce au moins une fourchette ou un truc qui n'est pas non plus de surprise à la fin. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est la première fois où on est sur un sujet où je donne un conseil qui peut être contraire à ça par rapport au fait que ouais, parce que bon, éventuellement, moi ce que je disais aux gens, c'était de faire des devis après le rendez-vous, parce que pour une raison très simple, alors moi j'aime bien l'idée de vendre en direct, mais j'ai l'impression que quand on débute, avec l'adrénaline, avec toutes les peurs dont on a parlé un peu plus tôt, la peur du rejet, etc., j'ai l'impression que les prix qui sont donnés en live dans les premiers rendez-vous de vente sont toujours un peu trop bas par rapport à ce que ça devrait être et par rapport à ce que les gens feraient s'ils avaient le temps de redescendre en pression une fois chez eux le soir. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est un très bon point. C'est un très bon point. Là, je pense qu'au vu des gens qui nous écoutent, c'est un peu différent. Et donc, du coup, je vais essayer de venir adosser avec un autre tips parce que oui, toujours, moi, ça m'arrive aussi parfois de ne pas donner de prix parce que le volume de prestations, il est trop important. Donc là, déjà, il faut que je me pose, il faut qu'on refasse un truc. C'est que certaines fois, vous allez désamorcer quand c'est des plus petits devis, j'ai envie de dire. Si vous avez des gros contrats, des trucs, c'est important de se poser. Je te rejoins à 100%. Quand on a en revanche des plus petits devis, c'est bien de casser un peu, désamorcer, comme on l'a dit tout à l'heure, les objections et de savoir si oui ou non ça va coincer. Pour pas qu'il y ait de surprise et qu'après on se retrouve ghosté par le client et qu'au bout d'un mois on a enfin une réponse qui dit non, mais en fait c'est hors budget. Qu'est-ce que c'est frustrant ça? Et qu'est-ce qu'on veut pas? Je préfère le savoir tout de suite si c'est hors budget. Et on essaie de comprendre, de creuser, parce que est-ce qu'il y a autre chose qui bloque que le budget ou est-ce que finalement on n'a pas envie de bosser ensemble? Mais moi, j'aime pas ce truc d'entre-deux où on ne sait pas. Et en fait, on a un truc qui traîne dans notre CRM ou dans notre tête. Moi, j'aime bien
valider ça, désamorcer. Donc, c'est pour ça que je le dis et parce que je me mets aussi à la place du client. Quand moi, je viens parler à quelqu'un, j'aime bien avoir déjà au moins une fourchette de la presta au bout du Ouais. premier rendez-vous. J'aime pas que ça traîne parce que du coup, pareil, je me dis pourquoi pas maintenant, pourquoi pas une propale tout de suite. Je trouve, c'est du suspense parfois qui peut rendre la relation un peu malsaine. Mais je te rejoins. Et donc, ce que je peux conseiller quand c'est comme ça, faites un loom encore une fois. Putain, je vais faire chier tout le monde avec mon loom. Mais c'est ce que je fais sur des clients. C'est-à-dire que quand c'est des gros accompagnements, bah, je fais un tableau où je répartis du coup les équipes, où je montre du coup quelle sera la temporalité sur laquelle on va étaler ça. À côté, j'ai un devis détaillé avec le prix. Et donc, ce que je fais, c'est Hello Valentin, je vais te présenter le devis de vive voix, comme ça tu vas comprendre ce que j'ai mis dedans et pourquoi du coup on parle là-dessus. Et donc plutôt que de balancer un devis dans un mail avec éventuellement des explications écrites qui pourront être interprétées différemment en fonction de l'état d'humeur de la personne quand elle le lira, elle peut très bien sortir d'un rendez-vous, être ultra vénère, lire le mail, ne pas l'interpréter comme il faut et dire quel enculé. Alors qu'en fait, toi, tu as été hyper bienveillant dans l'approche. Rajoutez de l'humain, faites un petit loom, une vidéo, ça dure 5 minutes, vous expliquez qu'est-ce que vous mettez dedans, pourquoi, et vous justifiez. C'est comme si presque vous étiez en direct et que vous présentiez votre offre. Ça a un impact. J'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus. C'est colossal. Magnifique, magnifique. Ouais, bah là, ouais, carrément, je suis carrément aligné avec toi. Et je tiens, déjà, merci, c'est très clair pour le rendez-vous en lui-même. Et il y a deux points que je retiens qui sont super importants. Donc déjà, le follow-up, parce qu'effectivement, j'entends souvent cette déception de la part des membres qui disent, attends, mais je vois qu'il y a des gens qui ont 30% de taux de conversion, moi j'ai que 5%. Oui, mais parce qu'ils prennent le moment T uniquement, et non pas sur un mois ou sur 2 mois ou 3 mois de follow-up, où là, les taux de conversion vont exploser. C'est un cycle qui se crée, en fait, c'est un cycle de vente. Et le deuxième point qui est super important que tu as évoqué, et je tenais juste à rebondir rapidement là-dessus, c'est les questions effectivement ouvertes, non pas fermées, parce que en fait, j'ai eu un cas cette semaine assez colossal de ça, c'est qu'il posait des questions fermées sur est-ce que vous faites de la publicité en ligne? Non. Est-ce que vous avez déjà fait de la publicité en ligne? Non. Vous ne faites absolument rien sur les réseaux sociaux? Non. Ok. Alors je vais vous expliquer ce que c'est la publicité. Et là, il s'est mis à lui expliquer l'intérêt de la pub, le fait d'investir pour gagner. Le mec en face de lui dépensait un demi-million par an en publicité radio, télé, etc. Mais lui, il avait son spectre sa vision du web. Il avait vraiment les cartes autour du web et il pensait pas au reste de la publicité. Donc c'est mis à expliquer ce que c'est la pub à un mec qui fait un demi-million de pubs par an, qui s'est littéralement vexé, lui a dit écoute mec, tu vas pas m'apprendre les choses. Et vous voyez, ce genre de situation, bah, typiquement, c'est ce qu'on évite avec des questions ouvertes comme tu nous l'as présenté. Totalement. On évite C'est génial. d'enfermer une personne dans un carcan qui n'est pas le sien finalement, et on laisse exister la personne en face, littéralement. Et parfois, on aura plus d'infos que ce qu'on escomptait même, tu vois. Ou en tout cas, ça nous donnera une meilleure piste sur la question d'après. Ce que je reviens exactement à ce que tu as dit, la notion de rebond. C'est comme ça qu'on donne justement un côté naturel à la conversation. Si je t'écoute, que tu me parles d'un truc, ah ok, hyper intéressant, vous me dites que vous avez fait ça, et donc comment après vous en êtes arrivé là, ou qu'est-ce qui a fait que ça, à l'époque, vous l'aviez utilisé, tu vois, on sent qu'il y a de l'écoute. Une des choses, je pense, les plus importantes quand on fait un rendez-vous, c'est de se sentir écouté quand on est du côté du prospect. Et pas juste quelqu'un qui est là pour faire sa déballe et nous vendre son truc. Il y a besoin de créer un lien de confiance. Si je me sens pas écouté, je me dis, OK, il est juste là pour faire son beurre, il n'en a rien à branler de moi, je suis un chiffre de plus. Et donc, la relation, elle est pas optimisée, je trouve. Ouais. Écoute, j'ai deux dernières questions pour toi et pour celle-là, je te laisse mettre ton chapeau de coach mindset, philosophe, tout ce que tu veux. La première, c'est qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui attribue la vente à toujours quelque chose d'assez financier, d'agressif, et qui a peur du rejet, peur de déranger, tu sais, toutes ces peurs autour du fait d'être, tu vois, le cheveu dans la soupe un petit peu. Bah, je dirais avant tout que c'est normal, puisque du coup, c'est un peu comme ça qu'on nous le vend, hein, justement, le sales depuis toujours. Et donc, c'est normal d'avoir une image péjorative. Je pense que c'est beaucoup plus facile de vendre quand on croit fermement dans son produit ou son service, et encore plus quand on vend pour soi, quand on est son propre patron, justement. Puisque je le souhaite en tout cas à toutes celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent, c'est faut être passionné par ce qu'on fait. Donc, vous êtes totalement légitime à partir du moment où, encore une fois, vous avez fait ce travail en amont de dire, OK, qui je peux aider aujourd'hui factuellement, et de ne pas appeler des gens au bol pour vendre votre service. Donc, je dirais que c'est normal. Je dirais qu'il faut faire preuve de résilience parce que c'est simple pour personne au début. Ça va demander de se faire un peu mal. Mais en réalité, la douleur, je la trouve, elle est assez infime et on se fait pas tant mal que ça. Encore une fois, à partir du moment où on a une bonne intention derrière.
Et l'intention, c'est ce qui fait tout. Donc, je dirais qu'il ne faut pas se prendre trop la tête. Il faut juste se recentrer sur les bonnes valeurs autour de ça. Encore une fois, ce qui vous correspond. Restez vous-même. Si justement vous avez un peu peur, moi je dis toujours aux gens que je coach, c'est une bonne chose que finalement tu aies peur de déranger les gens. Parce que ça veut dire que tu respectes les gens en face de toi. Donc il faut juste retourner ça et amener une vision, arriver à coupler cette bienveillance un peu comment timide qu'on va avoir avec le pragmatisme du business. Et une fois qu'on arrive à allier les deux, on devient un expert sympa. Et ça, c'est aujourd'hui le meilleur mélange à avoir avec qui on a envie de faire du biz, justement. Soyez un expert sympa. Vous avez le droit d'appeler des gens, vous avez le droit de, 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 de vendre votre produit, votre service, à partir du moment où il répond à une problématique que vous avez identifiée. Moi, les gens qui s'énervent avec moi au téléphone ou qui sont un peu pet sec en rendez-vous, ça arrivera et vous en aurez. Et en fait, ça fait partie du jeu, c'est pas grave. Mais ayez toujours ce truc, cette intention, comme si vous étiez en train de rentrer dans une bagarre. En tout cas, quelqu'un venait vous pousser et que vous êtes un peu en mode attends, mais enfin, pourquoi tu me pousses, mec? Je comprends pas, j'ai rien fait. J'ai pas envie de me battre. Aujourd'hui, en fait, si je viens, c'est juste parce que je pense t'apporter de la valeur. Maintenant, voilà mon approche. Voilà encore une fois l'intention avec laquelle je suis venu. C'était ni pour te déranger, encore moins pour te faire chier et pour te proposer n'importe quoi. Voilà ce que j'ai identifié, voilà ce que je peux apporter. Voilà pourquoi je le fais. Ou des gens qui vous casseront dans votre découverte. Oui, bon, c'est bon, les questions, ça va. Valentin, dites-moi, vous, là, ce que vous faites et votre prix. Ok, ok, Valentin, pas de souci. Moi, en fait, aujourd'hui, si j'ai besoin de poser ces questions-là, c'est parce que je veux pas vous faire perdre votre temps et que j'ai besoin d'identifier un peu ce que vous avez déjà fait pour pas vous raconter n'importe quoi. Si je ne veux pas vous faire une déballe et une démo en étant auto-centré. J'ai besoin de comprendre. Si je comprends pas ce que vous faites, je vais vous parler et vous allez vous en moquer. Donc c'est pas le but. Tu vois, donc il y a toujours moyen de rebondir avec une bonne intention derrière. Super intéressant. Et qu'est-ce que tu dirais? Alors, j'ai eu un cas cette semaine et je sais que c'est, attention, je précise, c'est quelqu'un, je sais que c'est quelqu'un qui est motivé à lancer sa boîte et à gagner sa vie avec sa boîte. Mais qui m'a dit, j'ai l'impression que de prospecter, enfin, j'ai ce sentiment de quémander. Limite, il m'a dit j'ai l'impression d'être un mendiant quand je prospecte. Avec ces termes-là. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Sachant que c'est quelqu'un qui est vraiment motivé à lancer sa boîte. Ah, il faudrait que je creuse un petit peu plus pour savoir ce qui fait qu'il pense être un mendiant. C'était dans la relation avec l'argent, à mon avis. C'est le fait de demander de l'argent. Bah, c'est normal qu'il y ait une transaction. Tu as un service que tu vends ou un produit, en l'occurrence, c'est plutôt du service, là, j'imagine. Tu vends un service, c'est normal qu'il y ait une transaction bancaire derrière. Donc, on n'a rien sans rien, sinon on serait tous bénévoles, on bosserait tous pour des ONG et c'est normal. Et donc, chaque service a sa valeur. Tu vois. Donc, c'est juste peut-être qu'il y a encore un manque de confiance suffisante dans le produit. Peut-être que ça n'a pas encore assez prouvé. Donc, c'est normal si on cherche soit son market fit, soit ses premiers clients, d'être un peu en stress, de pas trop savoir. Mais il faut tâtonner, il faut accepter ça aussi dans l'entrepreneuriat. Si on fait ses premières ventes, votre prix il va sans doute grimper. Au début, vous vous tâtez. Moi, quand j'ai vendu mes coachings au départ, pareil, je savais pas trop. J'ai vendu ça un peu au bol, j'ai regardé un peu la concurrence, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui semble pas trop mal. Puis finalement, augmenté, j'ai plus que triplé aujourd'hui mes prix, 2 ans après, quadruplé, quintuplé. Et c'est venu avec le temps. Donc la C'est un peu légitimité, elle s'acquiert. on peut le connecter en fait avec le point précédent, c'est le fameux syndrome de l'imposteur que certains peuvent avoir qui font qu'ils n'ont pas encore confiance en eux. Et, ce qui d'ailleurs, et on le sait, c'est plus compliqué qu'on se vend soi-même parce que du coup on est plus perfectionniste et plus dur avec soi-même, ce qui fait qu'on a tendance à avoir moins de confiance dans ce qu'on vend quand on le livre soi-même. Donc forcément ça nous met moins en confiance pour la prospection, pour déranger les gens et pour demander de l'argent. Mais en fait, c'est le moment où on accepte qu'on est un prestataire de service et qu'on vend un service qui mérite rémunération, qu'on arrive à accepter de demander de l'argent à quelqu'un, tout simplement. Tellement. À partir du moment où on répond à un besoin, il n'y a pas de souci. Les gens sont prêts à payer pour répondre à un vrai pain. Et les gens auront plaisir à payer et à récompenser et à payer d'ailleurs quelqu'un qui trouve sympa. Encore une fois, je reviens à cette notion d'expert sympa. C'est que tu es un expert parce que tu réponds à une vraie problématique et tu as compris et tu as identifié les bonnes personnes. Et cette sympathie, du coup, ce relationnel, ce naturel, c'est cette écoute active, c'est cette pertinence de questions que tu vas poser pour t'intéresser à la personne que tu as en face. C'est ça qui va avoir ce début de relation et de se dire, moi, je suis content. Moi, aujourd'hui, tu vois, je bosse avec des freelances qui mettent sur du community management, sur du réseau, sur autre chose. Je suis très content de tous les mois, tu vois, envoyer mon putain de virement à ces gens-là parce que j'entretiens une belle relation et ils me permettent de me soulager sur des points que j'ai pas du tout envie de gérer. Et normal, du coup. Et c'est normal Ok. d'avoir ce syndrome de l'imposteur au début, c'est logique. Mais C'est le parcours entrepreneurial qui veut ça.
Toute dernière question pour toi. Quelqu'un qui veut bien vivre de son agence rapidement et qui accorde du temps, hein, qui se met quasiment à temps plein dessus, à ton avis, quel volume d'approche quali il doit faire par semaine pour avoir des résultats? Moi, ce que j'ai tendance à dire, au début, il faut y aller un petit peu à tâtonnement. C'est vrai qu'on n'est pas revenu sur ces chiffres. Moi, je vous conseille sur une session, en tout cas, d'appel ou de prospection. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez. C'est bien un peu d'essayer les deux, comme on s'est dit tout à l'heure. Un peu de Loom, un peu de vidéo, un peu de vocal, un peu d'appel aussi, un peu de mail. Enfin, essayer de varier. Je pense au début consacrer 1 heure par jour, c'est bien. Ça se fait vite en réalité 1 heure, on se rend pas compte, hein. Moi, je fais des sessions de 45 minutes, 1 heure quand je vais dans des boîtes, on le fait en plusieurs temps, mais en bossant en sprint avec une bonne préparation, en revanche en amont, ça va très vite, beaucoup plus vite qu'on le croit. Et quand au début, vous n'êtes pas débordé par les rendez-vous, si vous faites pas au moins 2 rendez-vous par jour, vous avez aucune excuse pour ne pas prospecter au moins 1 heure par jour. Et même demain, si vous en avez 2 par jour, même avec d'autres sujets de fond ou autres, 1 heure, ça va très très vite. Et donc, ciblez bien du coup en amont. En termes de volume, moi, ce que je demande sur 45 minutes, 1 heure, essayez d'être à peu près à 20 calls de l'heure. Call, c'est tout confondu, hein, y compris des répondeurs ou autres, mais on a suffisamment une bonne cadence. Si vous faites plus, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de répondeurs et ce sera aussi le jeu. En fait, le plus dur quand on fait du call, c'est pas les gens qui nous disent non, c'est les gens qui répondent pas. C'est ça qui est super chiant, c'est de se heurter à des répondeurs. Ça fait chier tout le monde. Mais ça, il n'y a pas de recette miracle. Et du coup, d'ailleurs, mon petit point final là-dessus, c'est que il n'existe aucune recette miracle, aucune recette universelle qui fonctionnera chez tout le monde. Et le côté qu'on vend un peu à tout le monde, parce que maintenant les réseaux nous mettent une tête comme ça et nous promettent monts et merveilles. Il n'y a pas de y a pas de truc facile dans la vie. Il n'y a pas de recette qui vous permettra de faire 1 million en 2 mois, en tout automatisant et en rien en foutant que dalle en étant sur une plage à Bali. Ça n'existe pas, ça. Moi, j'en connais plein des gens qui sont à Bali, ils gagnent pas bien leur vie. Mais c'est pour ça qu'ils sont là-bas d'ailleurs, parce que ça coûte pas cher. Mais il faut arrêter d'idéaliser du coup ces méthodes-là où on nous vend un peu tout et n'importe quoi et où on promet monts et merveilles, on vous promet de générer X leads par semaine, par jour, que je ne sais pas quoi. Bullshit. Surtout au début, vous êtes dans votre agence, tapez-vous la tête, vous, charbonnez. Il n'y a pas meilleur vendeur que vous. C'est votre bébé, c'est votre agence, c'est votre business. Oui, c'est peut-être dur pour certains au début qui n'ont pas trop cette fibre, qui sont plus techniques que commerciales, mais vous l'avez au fond de vous. Si vous vous lancez entrepreneur, vous êtes capable de pitcher à n'importe qui. Et puis en plus de ça, on se rend compte que il en faut pas une tonne de clients. Quand on vend des services B2B, style site web à 2 3 000 balles, la pub en ligne à 1 000 balles par mois, et c'est la plupart des gens que j'accompagne veulent faire entre 5 et 10 000 au plus vite pour vivre confortablement, mais au final, ça fait quoi? Ça fait 5 10 clients. Ça peut aller très vite avec les volumes dont tu as parlé, t'as cité, ça peut aller très très vite. En un mois ou deux, ça peut te plier. Ah, mais vous êtes capable de prendre. Après, il va falloir un peu se plonger dans les stats. Mais donc, ce que je vous disais, c'est 1 heure par jour. Si vous faites à peu près sur 1 heure, même si vous prenez un rendez-vous, allez, ça fait 5 rendez-vous par semaine. Un taux de closing moyen bas, c'est 20 à 30%. Ça veut dire que vous closez au moins un client par semaine. Après, ça dépend de vos cycles de vente. Là, j'essaie de généraliser pour vous montrer et pour rebondir sur ce que Ouais, tu non, dis mais très justement, Valentin, c'est c'est ça. sous-objectiver ce que vous voulez faire. Prenez encore une fois de la hauteur. Ok, demain, je veux faire 10 000 par mois. Donc, ça représente quoi? Mon panier moyen est à 2 000. Donc, ça veut dire 5 clients. Ok, pour avoir 5 clients, comme on l'a dit, du coup, bah, moi, j'en close à peu près 20%. Ok. Donc, in fine, il faut que j'en fasse 25. 25, donc ça fait du coup combien de calls? Et en fait, du coup, vous remontez comme ça, vous dites, OK, donc quel est à peu près mon nombre de calls que je dois faire pour aller du coup chercher mes clients et essayer de répartir ça sur différents canaux. Ne faites pas que du call. Si vous voyez le call 1 heure par jour au début, pour ceux qui n'en ont jamais fait, c'est trop. Commencez par faire 2 3 heures par semaine max. L'idée aussi, c'est de se dire la recette de la prospection, si tant est qu'il y a une recette miracle, comme je voulais vous dire, c'est la régularité, c'est la constance. C'est comme dans tout dans la vie, en réalité, ce qu'il y a de plus dur. Si je m'arrête d'aller à la salle de sport, je reprends du poids, je perds des abdos. C'est normal. Si j'arrête de prospecter, c'est pareil, j'ai moins de leads et je perds surtout en efficacité. C'est normal aussi. Donc, l'idée, c'est que si on se reparle dans 6 mois, ce que vous avez mis en place aujourd'hui, au minima, vous le faites toujours, à savoir 2 heures de call par semaine. Commencez par 2 heures de call par semaine pour commencer. Vous ne faites pas vomir, faites. Mangez pas tous les jours la même chose à outrance. Vous allez clairement vous faire gerber. Que si vous commencez step by step, peut-être qu'au finalement, vous allez prendre un peu plus de plaisir. Et ah bah tiens, cette semaine, je fais pas 2 heures, j'en fais trois. La semaine prochaine, non, mais je vais rester quand même sur deux. Ok, venez, on reste sur un trend tranquille, mais où on tient dans le temps. Et c'est ça la recette. Écoute, merci beaucoup Enzo. C'était vraiment une tuerie tes conseils aujourd'hui. En plus, t'as pas été si vulgaire finalement, tout va bien. Ah ça y est, t'as maîtrisé l'outil, ça y est. Maîtrise le truc, je le fais pas exprès en rendez-vous et du coup, je tombe sur ça à chaque fois, je suis mort de rire. Ah c'est incroyable. Écoute, merci pour tous ces conseils, c'est vraiment ouf.
Si on veut plus de conseils de ta part, où est-ce qu'on peut être suivre? Alors, l'idéal, c'est LinkedIn, même si aujourd'hui, j'essaie d'être un peu présent sur différents canaux. Je fais un peu de YouTube, TikTok, Instagram. Là où je pense que c'est le plus. Enfin, tu me diras si ceux-là sont pas mal aussi, parce qu'il y a plein d'extraits de mes coachings à droite à gauche. Mais le principal, si les gens veulent me suivre ou m'écrire, c'est LinkedIn. Si certains sont intéressés pour qu'on bosse ensemble, pareil, écrivez-moi en DM sur LinkedIn, on verra, je verrai ce qu'on peut faire et je réponds vraiment à tous les messages, donc n'hésitez pas. Puis voilà, mon site web aussi, mais ça au pire, j'enverrai. Mais non, LinkedIn, écoute. Toi, tes coachings de vente, ils s'adressent à qui globalement? Aux fondateurs d'agence ou aussi aux équipes, enfin, aussi surtout aux équipes commerciales, j'imagine, non? Tout le monde? Bah, aux deux, je fais aussi bien des indépendants, tu vois, j'en ai fait en France des petits indépendants et du coup sur du SEO, donc c'est marrant, on a fait du call ensemble et du coup Clément, il a bien pété, il prend maintenant ses 5 à 8 rendez-vous par semaine tranquille Ah ouais. grâce au call, alors qu'il est tout seul, un petite agence de SEO solo, tu vois, petit solopreneur. Donc j'en ai, je fais pas beaucoup parce que ça me demande une organisation dans mon agenda. Moi, je fais beaucoup de boîtes, mais en tout cas, le one-to-one, c'est le seul que je dispense à distance. Moi, je fais que des coachings physiques en entreprise, mais quand on est en one-to-one, c'est la seule exception pour le faire à distance. Donc, même s'il y a des gens qui sont un peu loin, j'entendais tout à l'heure, dans d'autres pays, c'est faisable. Je coach quelqu'un justement à Montréal, qui pareil, une agence de dev. Ça se fait, tu vois. Ok, parfait. Et pour quelqu'un qui a une équipe de commerciaux, là, tu peux te déplacer dans les bureaux éventuellement. Exact. Forcément, c'est forcément en physique, parce que moi j'aime justement le contact et j'aime sur du coaching, il y a besoin, tu vois, de ressentir cette énergie, être à distance quand tu es sur une grosse équipe, tu en as toujours un qui est en calbar, qui a pas sa caméra, qui est plus ou moins, tu vois là. Il y a besoin qu'on soit ensemble pour commencer à instaurer une dynamique et après on verra s'il y a besoin de faire du distance, mais au début pour les entreprises, ouais, toujours en physique. Ouais, puis j'ai vu quelques vidéos de toi en intervention et c'est vrai que, bah, en dynamisme, t'en mets, t'amènes une énergie et tout, c'est vraiment cool. Avec ta banane, là, Je suis globalement calme, mais d'habitude, je suis un peu plus énervé. J'ai voulu pas te dire trop de gros mots pour une fois. Je me mets aussi des challenges. Je dis des putains de gros mots toutes les phrases. Mais et sur les gens qui me verront sur LinkedIn pourront voir ouais, toutes les semaines, j'envoie une vidéo des coulisses de coaching et on se marre bien. Moi, mon leitmotiv, c'est de dire que on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Et donc, c'est comme ça, je trouve qu'on apprend le mieux, quoi. Bah écoute, c'est très cool. Un grand merci Enzo. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation, Valentin. C'était très sympa. Très bon moment. À bientôt. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Le contenu était juste fou. Encore merci à Enzo pour tous tes bons conseils. Tous les liens de ce qu'on a mentionné dans cette interview, bah, c'est juste en dessous en description. Et si vous avez des questions pour Enzo, s'il y a des choses que vous voulez approfondir, mettez-les en commentaire. On pourra faire d'autres vidéos ensemble. On pourra aussi faire d'autres types de contenus où Enzo pourra répondre à toutes ces questions, toutes ces interrogations. On pourra même envisager, si ça vous plaît, dites-le-moi en commentaire, de la mise en pratique. Une vidéo où on prospecte en direct pour mon agence pour voir un petit peu les résultats et comment ces conseils peuvent être implémentés. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît, dites-moi si vous avez des questions pour lui et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.